Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le principe de base des modulations d'impulsion en amplitude PAM, en largeur PWM et en position PPM. Pour ce faire, nous avons besoin d'une porteuse impulsionnelle SP de T caractérisée par ces trois paramètres, l'amplitude AP, la fréquence FP est égale à 1 sur TP et la durée des impulsions notée tau. Le rapport cyclique est par définition tau, la largeur des impulsions, sur la période TP de la porteuse impulsionnelle. Il faut noter que tau doit être très faible devant la période TP de cette porteuse-là. On note le signal modulant M de T, c'est un signal analogique en bande de base. Les modulations d'impulsion se basent sur la transmission d'un signal échantillonné. Les échantillons de ce signal-là vont moduler l'un des paramètres de la porteuse SP de T. Si le signal modulant fait varier l'amplitude du train impulsionnel A de P, on obtient ce qu'on appelle la PAM, la modulation d'impulsion en amplitude. Si les échantillons du signal M de T vont faire varier la largeur tau de l'impulsion, on va faire appel à la modulation d'impulsion en largeur, PWM. Et enfin, si les échantillons du signal modulent la fréquence des impulsions de la porteuse SP de T, on obtient la modulation en position, PPM. L'échantillonnage consiste en un prélèvement des valeurs de M de T à des intervalles réguliers. On peut faire appel à un interrupteur pour simuler l'opération de l'échantillonnage. Donc, il est commandé par la porteuse impulsionnelle. Donc, l'interrupteur K est fermé lorsque l'impulsion est à l'état haut et l'interrupteur est ouvert lorsque l'impulsion est à l'état bas. Lorsque l'interrupteur est fermé, la sortie PAM de T est égale à l'échantillon du signal M de T. Et on obtient un signal de la forme suivante. Vous remarquez que l'amplitude de l'impulsion, elle suit l'amplitude du signal M de T originaire. Si on veut que les impulsions gardent des amplitudes constantes pendant l'échantillonnage, on va faire appel à un échantillonneur bloqueur qui contient un élément de maintien de l'amplitude constante durant la durée tau de l'impulsion. Dans ce chronogramme, je vais essayer d'illustrer comment on module l'amplitude de la porteuse par le signal modulant M de T. Chaque échantillon, on va lui faire correspondre une impulsion de la porteuse SP de T, mais qui prend à chaque fois l'amplitude prélevée sur le signal M de T. Vous remarquez que la largeur de chaque impulsion reste constante égale à tau, et la fréquence également, elle est constante. Seule l'amplitude du signal PAM qui va varier en fonction de l'échantillon prélevé, c'est-à-dire en fonction de l'amplitude de chaque échantillon. On peut se demander comment on va récupérer notre signal M de T après l'avoir transmis et reçu. Donc, il faudra respecter une certaine condition. Ici, on schématise le spectre du signal modulant. C'est un signal en bande de base, donc sa fréquence, elle varie entre 0 et une certaine fréquence F max. Donc, pour pouvoir récupérer correctement notre signal échantillonné, il faudra respecter la condition de Shannon qui stipule que F d'échantillonnage noté Fp doit être supérieur ou égal à 2 fois F max. Le schéma bloc d'un modulateur PAM se présente comme suit. Nous avons besoin d'un générateur d'ondes carrées, à partir desquels nous allons créer notre signal porteur impulsionnel SP de T à travers un monostable. Cette porteuse impulsionnelle va commander l'interrupteur de l'échantillonneur bloqueur pour qu'on puisse créer à partir d'un signal analogique MT un signal PAM. On va s'arrêter un petit peu au niveau du monostable. On va voir comment ça fonctionne. Un monostable est un circuit électronique qui possède un seul état stable. Il est alimenté entre la masse et plus VCC. Dans le cas de la technologie TTL, plus VCC va être égal à plus 5 volts. S'il n'y a aucune commande à l'entrée, la sortie est à son état stable niveau bas,
comme on va le voir sur le chronogramme suivant. Si on attaque l'entrée par une impulsion, la sortie va passer à l'état O qui est instable et y rester pendant une largeur tau. Cette largeur tau, c'est une caractéristique fondamentale du monostable. Puis la sortie va passer à l'état bas qui est son état stable de départ. Nous avons besoin de réguler la largeur de la porteuse impulsionnelle. C'est pour cela qu'on a fait appel au monostable, étant donné que tau doit être très inférieur par rapport à la période de la porteuse TP. Pour pouvoir régénérer notre signal analogique bande de base M de T, nous avons besoin au niveau du démodulateur PAM d'un filtre passe-bas qui va nous permettre de récupérer l'information initiale. Cette récupération du signal analogique en bande de base à l'aide d'un filtre passe-bas ne peut se faire correctement si on avait respecté la condition de Shannon au niveau de l'échantillonnage qui stipule que Fp de fréquence de l'échantillonnage doit être supérieur ou égal à 2 fois Fmax. Fmax est la fréquence la plus élevée au niveau du spectre du signal informatif. En effet, l'échantillonnage du signal en bande de base à l'aide de la porteuse impulsionnelle génère des images du spectre en bande de base qui va se répéter aux alentours des multiples de Fp, Fp, 2 fois Fp, 3 fois Fp, etc. Donc l'amplitude de ces images du spectre fondamental se trouve atténuée par la courbe, l'enveloppe du spectre qui s'annule en 1 sur T, qui provient du spectre d'une porteuse impulsionnelle dont la largeur tau est faible et non nulle. En effet, donc, il faudra bien respecter Fmax inférieur à Fp sur 2. À ce moment-là, on peut récupérer le signal informatif à l'aide d'un filtre passe-bas. Le non-respect de la condition de Shannon, c'est-à-dire si on échantillonne le signal modulant à l'aide d'une fréquence d'échantillonnage Fp inférieure à 2 fois Fmax, on va tomber dans ce qu'on appelle le phénomène de remplissement de spectre, c'est-à-dire que les images des répliques du signal, du spectre du signal fondamental vont se chevaucher entre elles, et même si on filtre avec un filtre passe-bas, on ne va pas récupérer uniquement le fondamental, mais on va lui ajouter des fréquences comprises entre Fp moins Fmax et Fmax. Pour résoudre ce problème, on fait appel à des filtres anti-repliement ou bien anti-aliasing qu'on va mettre au début de la chaîne avant l'opération d'échantillonnage. Ce sont des filtres passe-bas ayant une fréquence de coupure est égale à Fp sur 2 étant donné que Fp c'est la fréquence d'échantillonnage pour éliminer toute possibilité de repliement de spectre. On passe maintenant à la modulation d'impulsion en largeur. Au niveau de la porteuse impulsionnelle, on va voir que c'est la largeur de l'impulsion qui va changer en fonction de l'amplitude de chaque échantillon du signal modulant. L'amplitude, elle reste constante, la période et la fréquence par conséquent vont rester constantes. Donc on va voir pour chaque amplitude une impulsion qui va lui correspondre dont la largeur va diminuer ou augmenter, c'est-à-dire va varier proportionnellement à l'amplitude de l'échantillon du signal M de T. Le modulateur d'impulsion en largeur PWM est construit autour d'un élément clé qui est le comparateur pour pouvoir créer un signal PWM. Il s'agit de comparer le signal analogique M de T à un signal en dents de scie Vc de T généré à partir d'ondes carrées. Le fonctionnement d'un comparateur est le suivant. Étant donné qu'il est alimenté entre 0 V et plus Vcc par exemple, si M de T est supérieur à Vc de T, la sortie PWM est égale à plus Vcc. Si par contre M de T est inférieur à Vc de T, la sortie PWM bascule vers 0 V. Le signal PWM est obtenu en comparant le signal en dents de scie avec notre signal informatif M de T. En comparant donc ces deux signaux-là, entre 0 et T1,
le signal M de T est supérieur au signal en dents de scie, donc la sortie PWM du comparateur est égale à plus VCC. Entre T1 et T2, c'est le signal en dents de scie qui se trouve supérieur au signal modulant. Par conséquent, la sortie va basculer sur 0 volts. Ainsi de suite, on compare étape par étape les deux signaux et à chaque fois, c'est plus VCC ou bien 0 volts. On obtient en conséquence le signal impulsionnel avec une largeur tau qui va varier proportionnellement à l'amplitude du signal informatif M de T. La démodulation d'un signal d'impulsion en largeur s'effectue à l'aide d'un intégrateur suivi d'un filtre passe-bas. Ceci est illustré sur les chronogrammes suivants. Donc, on va intégrer le signal PWM et on va le faire passer par un filtre passe-bas pour récupérer le fondamental qui correspond à notre signal modulant M de T. On passe maintenant à la modulation d'impulsion en position ppm. Vous allez remarquer que dans ce cas-là, le changement va affecter la position des impulsions. L'amplitude des impulsions reste constante, la durée des impulsions reste constante, mais la position de chacune des impulsions va changer en fonction de l'amplitude de l'échantillon prélevé sur M de T. Pour la première impulsion, donc il y aura un décalage proportionnel à l'amplitude de l'échantillon correspondant. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne un signal modulé en position. C'est la position qui change, l'amplitude reste constante et la durée de l'impulsion également reste constante. Ça ressemble à une modulation de fréquence. C'est comme si on a la fréquence des impulsions qui va changer. La génération d'un signal d'impulsion modulé en position, ppm, peut se faire à l'aide d'un signal PWM suivi d'un monostable. Dans ce cas-là, on aura des impulsions qui ont la même largeur tau, mais avec des positions variables. Les chronogrammes suivants illustrent la génération d'un signal ppm à partir d'un signal PWM en passant par un monostable. Notre monostable, dans ce cas-là, va être commandé en son entrée par un frein descendant. À ce moment-là, la sortie, elle va basculer de l'état bas vers l'état haut et y rester pendant un certain temps tôt avant de revenir à son état stable, l'état bas. Et on va faire ceci pour toutes les impulsions successives. Vous remarquez que l'espace-temps entre deux impulsions, il change proportionnellement à l'amplitude de l'échantillon en question. Nous obtenons ainsi un signal dont les impulsions changent de position tout en gardant la même largeur tau. Le démodulateur ppm suivant nous permet de régénérer notre signal modulant M de T à partir d'un démodulateur PWM. Pour ce faire, nous avons besoin d'une bascule RS pour convertir le signal ppm en un signal PWM avant de le démoduler. Nous avons donc besoin d'un signal d'horloge qui va attaquer l'entrée reset et on va injecter le signal ppm à l'entrée 7 de la bascule RS. Le fonctionnement de la bascule RS est le suivant. Un état haut sur 7 fait passer la sortie Q à 1 et un état haut sur reset fait passer la sortie Q à l'état bas. Donc 1 sur ppm 7 va mettre la sortie Q, qui est notre signal PWM, à 1. Et un 1 sur l'entrée reset fournie par l'horloge, il va mettre notre signal PWM à l'état bas. On obtient ainsi un signal PWM dont la largeur, elle varie en fonction des échantillons du signal modulant. À ce moment-là, on peut faire appel, comme on l'a vu auparavant, au démodulateur PWM pour régénérer notre signal M de T. Ce chronogramme-là résume les différentes formes de modulation d'impulsion, PAM, PWM et PPM. Vous remarquez pour la modulation PAM que l'amplitude des impulsions est proportionnelle à l'amplitude des échantillons. Pour la modulation PWM, la largeur des impulsions est proportionnelle à l'amplitude des échantillons. Et pour la modulation PPM, c'est la position des impulsions qui change en fonction de l'amplitude des échantillons. Notez que il y a possibilité de faire appel au multiplexage temporel lorsqu'on fait appel à la modulation
PAM. Sur ce tableau-là, nous allons essayer de comparer les différents types de modulation d'impulsion PAM, PWM et PPM en fonction des 4 critères: la bande passante, l'immunité au bruit, la complexité des modulateurs et la puissance transmise. Pour la PAM, elle n'est pas exigeante en bande passante. En effet, le signal modulé PAM a une faible bande passante par rapport au signal PWM et au signal PPM. Pour ce qui est immunité au bruit, la PAM, puisque c'est une modulation d'amplitude, donc elle siège à l'influence de bruit, et donc son immunité au bruit, elle est très très faible. En effet, l'influence de ce bruit-là, elle est maximale pour la PAM, elle est faible pour la PWM, elle est encore plus faible pour la PPM. Côté complexité des systèmes de génération et détection des signaux PAM, elles sont complexes. Par contre, elles sont encore simples pour la PWM et pour la PPM. Pour la puissance transmise, concernant la PAM, elle varie en fonction du temps, puisque l'amplitude des signaux, elle varie elle aussi en fonction du temps. Concernant la PWM, la puissance transmise également varie dans le temps. C'est en fonction de la variation de la largeur par impulsion. Concernant la PPM, la puissance transmise, elle est constante. Sur ce, je vous remercie pour votre attention.